Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer, je l'espère nombreux, à cette deuxième réunion organisée dans le cadre de la concertation préalable au projet de développement de lignes nouvelles de tramway et de réaménagement du pont Anne de Bretagne, ce projet étant évidemment porté par Nantes Métropole. Pour cette concertation et compte tenu de l'importance du projet, Nantes Métropole a, dès l'année dernière, saisi la Commission nationale du débat public, qui est une instance administrative indépendante, et par décision du mois de décembre 2019, la Commission nationale du débat public a prescrit la réalisation d'une concertation préalable dont elle valide l'ensemble des modalités, et elle a nommé pour accompagner cette concertation 2 garants, Laurent Joseph, qui est en régie aujourd'hui, et moi-même, qui suis Alain Raduro. Alors, les garants sont des tiers indépendants et neutres mis en place entre le public et le maître de l'ouvrage. J'ai dit indépendants et neutres. Indépendants parce que les garants sont nommés par la Commission nationale du débat public sans que le maître d'ouvrage puisse intervenir. Et neutres parce que nous nous engageons dès notre nomination à ne jamais nous prononcer sur le fond du projet. Notre seul travail, ce n'est pas d'évaluer le projet, mais bien de mettre en valeur vos arguments, vos critiques et vos propositions tout au long de la concertation. Ce rôle s'exprime par un travail de conseil auprès du maître de l'ouvrage pendant la préparation de la concertation, par une fonction de recours si vous jugez que vous n'êtes pas dans des conditions ad hoc pour vous exprimer de manière satisfaisante, mais aussi par la rédaction, c'est un peu plus obscur, mais c'est très important, la rédaction du bilan de concertation, qui comprendra une synthèse de l'ensemble des points de consensus et de dissensus, qui suivra ensuite le projet jusqu'à l'enquête publique. Et au travers de ce bilan, c'est d'une certaine façon la pérennité de votre parole qui est assurée. Voilà, juste une petite intro pour resituer le cadre général de cette concertation. Je vais maintenant donner la parole aux différents représentants de Nantes Métropole, d'abord pour qu'ils se présentent, et ensuite pour qu'ils vous présentent le projet, parce qu'on ne peut pas discuter d'un projet si on n'a pas un peu regardé au préalable. Bonjour, Bertrand Affilé, vice-président en charge des stratégies de mobilité et des déplacements à Nantes Métropole. Bonjour, Guillaume Le Denmat, je suis responsable de la direction des investissements et de la circulation au département déplacement de Nantes Métropole. Bonjour, Stéphane Bis, directeur technique et maîtrise d'ouvrage à la Sémitane. Donc je crois que c'est moi qui vais présenter les enjeux du projet. Donc les enjeux de ce projet du développement des nouvelles lignes de tramway supposent d'étendre le réseau, ça fait partie de nos objectifs et du moyen en même temps. Alors, pour quelles raisons ? D'abord, nous avons voté en décembre 2018 un plan de déplacement urbain avec une ambition forte de réduction de la part de la voiture dans les déplacements quotidiens sur Nantes Métropole, avec, vous le voyez, l'objectif qui était en 2015, on avait à peu près 44% d'utilisateurs de voitures et de 2 roues motorisées, et l'objectif, c'est d'arriver à 28%, donc une contraction d'à peu près un tiers de cet usage, de cette fréquence de l'usage de la voiture. Bien entendu, pour ce faire, on distingue aussi ce qui se passe en intrapériphérique et en extrapériphérique. On est plus exigeant et on va être effectivement plus attentif à faire en sorte qu'en intrapériphérique, la part de la voiture se réduise davantage, avec 22%. Et puis en extrapériphérique, où on sait que les distances s'éloignent. Comme les distances s'éloignent nécessairement, ça veut dire que les distances s'allongent parce qu'on s'éloigne du cœur d'agglomération. Nécessairement, l'usage de la voiture est souvent plus fréquent et il n'y a pas forcément d'autres alternatives dans un certain nombre de circonstances. Ça passera par un usage plus important des transports en commun. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est que le petit gap, donc ça serait bien de remettre le plan de déplacement urbain, merci, les objectifs du PDU. Donc le petit gap qu'on espère en matière de transport en commun, c'est effectivement un point de plus, mais ce point de plus porte sur des millions de déplacements. Et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi mettre en place des outils plus performants, des moyens de déplacement plus performants, et s'appuyer également sur le vélo et la marche à pied pour atteindre ces objectifs.
Donc, si on regarde maintenant nos enjeux pour notre territoire et ses 24 communes, il s'agit de mailler d'abord plus efficacement le réseau de tramway sans forcément passer par le nœud qui est la place du commerce aujourd'hui et en organisant en fait des possibilités de circulation en dehors et de correspondance bien sûr en dehors de la place du commerce. Il s'agit aussi de relier davantage les communes et les quartiers des communes entre eux, mais d'abord relier les communes entre elles, d'améliorer l'accessibilité pour les grands projets urbains qui sont en cours ou à venir, je pense en particulier à la ZAC des Îles sur Rezé, mais pas que, de renforcer les capacités de franchissement de Loire, puisqu'à chaque fois qu'un transport en commun franchit la Loire, il va remplacer plusieurs centaines de voitures sur l'ensemble de la journée, et bien entendu, ça participera à la fluidité aussi de la circulation, en particulier sur le périphérique. De réguler, je l'ai dit, le recours à la voiture individuelle, et puis, bien sûr, de prévoir, à côté des travaux qu'on va faire en matière d'aménagement pour des tramways, et bien de prévoir aussi des aménagements en matière notamment de vélo et pour la marche à pied. Et on verra que ça a toute son importance pour la partie qui concerne notamment le pont de Bretagne. Les objectifs de cette concertation, on vous pose des questions. D'abord, la création de ces 3 lignes vous paraît-elle pertinente ? Donc ici, il ne suffit pas de dire oui ou non, mais il faut surtout argumenter, comme M. Raduro vous l'a expliqué. Ce sont vos arguments qui sont importants pour nous. À quels enjeux de déplacement la transformation du pont de Bretagne doit-elle répondre ? Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit faire passer sur ce nouveau pont de Bretagne ? Et donc vous êtes là aussi invité à expliquer vos choix. Comment cohabiteront les autres modes de déplacement avec les nouvelles lignes de tramway sur leur corridor ? Eh bien, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Notamment, est-ce qu'on doit avoir la possibilité, à chaque fois qu'un tramway passe, d'avoir des voitures à côté ou un peu plus loin ? Ou est-ce que les vélos doivent pouvoir passer ? Bien sûr, il faut que les piétons puissent accéder aux stations de tramway, bien entendu. À quelles hypothèses de prolongement à l'horizon 2030-2035 peut-on penser dès maintenant ? Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est vous, les habitantes et les habitants, les usagères et les usagers des transports en commun, qui pouvez nous dire ce que vous attendez pour les déplacements de demain, pour vos déplacements dans la décennie qui vient. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à présenter. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques du projet. Comme l'a indiqué Bertrand Affilé, le projet, il y a 2 étapes principales qui sont proposées, qui sont prévues. La première, à l'horizon 2026, qui comprend la création de 3 nouvelles lignes de tramway qui figurent en pointillé sur le plan qui est projeté actuellement. Donc ces 3 nouvelles lignes, elles s'inscrivent essentiellement à l'intérieur des différents projets urbains, de développement urbain de la métropole, parmi les îles sur Rezé, l'île de Nantes sur la centralité, le projet de la Petite Hollande bord de Loire sur les quais nord du quai de la Fosse, et puis également le grand projet de Bellevue à l'ouest sur Nantes et sur Saint-Herblain. Donc, si on part de la première ligne, la ligne 6, son point de départ, il se situe au niveau sud du pont des 3 continents, sur Rezé, donc sur le boulevard Schœlcher. Cette ligne, elle va traverser l'île de Nantes sur un futur boulevard Léon Bureau prolongé, lorsque les voies ferroviaires auront été supprimées. Et donc, elle va se relier jusqu'au pont Anne de Bretagne, jusqu'au niveau du quai de la Fosse. Là, elle va prendre la direction de l'Est jusqu'à Babinières, puisque à l'horizon fin 2024, la ligne 1 aura été prolongée, aura franchi l'Erdre et le périphérique et sera prolongée jusqu'au niveau de Babinières. On a également la ligne 7 qui, sur la première partie de son parcours, emprunte le même itinéraire que la ligne 6, depuis le boulevard Schœlcher au sud du pont des 3 continents, la traversée de l'île de Nantes jusqu'au quai de la Fosse par la traversée du pont Anne de Bretagne, puis ensuite va bifurquer vers l'ouest jusqu'à la station Jamais et en fait va être prolongée jusqu'à la station François Mitterrand sur Saint-Herblain. Alors pour ces 2 lignes, il est nécessaire de transformer le pont Anne de Bretagne qui aujourd'hui n'a pas un dimensionnement suffisant pour les recevoir. On a une 3e ligne qui est la ligne 8 qui part également
de Schœlcher sur Rezé, traverse le pont des Trois Continents, mais à la différence des deux autres, va tourner vers l'est sur la façade nord du futur CHU et se prolongera dans cette première phase à l'horizon 2026 jusqu'au niveau de la ligne 4 sur le boulevard de Gaulle, sur l'île de Nantes, dans le secteur du centre commercial et du boulevard. Comme je l'indiquais, donc là on a une vue d'ensemble et on voit bien on va dire la ligne du tramway qui traversera l'île de Nantes entre le pont des Trois Continents à droite et puis le pont Anne de Bretagne au nord. Donc comme je l'indiquais, le pont Anne de Bretagne nécessitera d'être transformé à la fois pour des questions de structure, pour pouvoir supporter le tramway, mais également pour des questions de dimensionnement, de largeur en quelque sorte, pour pouvoir accueillir tous les modes, et également d'accessibilité, puisqu'aujourd'hui on a un pont qui est assez pentu et qui ne permet pas un cheminement avec un confort nécessaire pour tous les usagers. Alors, au-delà de ces enjeux de transformation du pont liés à l'arrivée des nouvelles lignes de tramway, cette transformation, elle intégrera d'autres éléments qui sont pour la plupart issus du grand débat sur la Loire qui avait été organisé par la métropole en 2015. Et donc, il intégrera différentes ambitions. Une ambition liée au franchissement emblématique et la perception d'un ouvrage unique. L'idée, c'est d'avoir un ouvrage qui soit un ouvrage unique et qu'on n'ait pas deux nouveaux ponts, qu'on n'ait pas l'ancien pont et un nouveau pont à côté avec une différence marquée. L'objectif également, c'est de pouvoir renforcer différents types d'usages, événementiels, de contemplation, d'intégrer tous les enjeux de mobilité, au-delà du tramway, l'accessibilité, les modes actifs, piétons, vélos, prendre en compte également les questions de navigation sur la Loire. Et puis, un des objectifs également, c'est d'en faire un espace public majeur en lien avec sa position au sein de la centralité, en lien avec les paysages et puis le patrimoine alentour. Donc ça, c'est pour la première phase du projet à l'horizon 2026. Et ensuite, est mis également au débat, à la concertation, la question de l'extension de ce réseau après 2026, à un horizon 2030-2036. Et là, je dirais que les choses sont assez ouvertes. Il y a différentes propositions qui figurent là sur le plan qui est projeté, qui sont présentées par les points d'interrogation et les petites flèches en pointillés. Donc, si on part de l'ouest, la proposition qui est faite, c'est de pouvoir prolonger au-delà de François Mitterrand en direction du secteur Laennec, au nord de la RN 444. Au niveau de Rezé, au niveau de Schœlcher, il y a trois hypothèses qui sont aujourd'hui que des hypothèses, il peut y en avoir d'autres. Il y a trois hypothèses qui sont proposées, l'une avec un prolongement à l'ouest le long de la route de Pornic, une autre à l'est en direction du secteur de Pierremille pour un maillage le long de la route de Pornic, et une troisième en direction du sud avec une liaison en direction de la ligne 3 sur le secteur de Diderot. Et enfin, pour ce qui concerne la ligne 8, il y a une hypothèse de prolongation qui va relier la ligne 8 jusqu'au secteur de Doulon en traversant la Loire au niveau du pont Tabarly, en longeant le boulevard Sarrebruck et en repiquant par les boulevards du 19e. Merci. Je vous propose maintenant de vous présenter les différentes composantes de ce projet, faisant un focus sur les trois tronçons tramway qui sont nécessaires de construire pour réaliser le projet. On va donc tout d'abord commencer par ce qu'on appelle le tronçon nord-sud ou tronçon 1. Ce tronçon est donc le tronc commun des lignes 6 et 7 sur sa partie nord, entre les chantiers navals et le boulevard Benoni-Goulin, et le tronc commun des lignes 6, 7 et 8 plus au sud. Alors ce tronçon qui fait environ 2 km de voie tramway comporte deux débranchements tramway. Le premier au nord avec la ligne 1 existante au niveau de la station chantier naval, et le second à peu près au milieu, vous le voyez apparaître sur ce plan, avec la future ligne 8 au niveau de l'entrée principale du CHU. C'est un tronçon qui se composera de 5 stations, donc je vais les lister rapidement du nord au sud. La première, c'était la station Mémorial, donc une station qui se situera plus ou moins à l'endroit de l'actuel mémorial de l'esclavage, enfin, devant ce mémorial. Une seconde station qu'on a appelée pour l'instant Parc des Chantiers, elle est à peu près à l'endroit de l'esplanade de l'éléphant.
Un peu plus au sud, une troisième station qu'on appelle ici estuaire, qui est à peu près située au niveau du futur quartier qu'on appelle aussi République. Une quatrième station qu'on appelle ici CHU. Donc cette station est, vous le voyez, située quasiment au droit de la future entrée du principal du CHU. Et enfin, une dernière station, Bacille. Cette station Bacille étant directement connectée avec la ZAC Pyramide-les-Îles, que vous connaissez probablement. On notera enfin, pour ce qui concerne les stations, que la station Chantier Naval, pour des raisons de connexion tramway, devra être, de la ligne 1 existante, devra être légèrement déplacée à l'ouest. Ce tronçon emprunte 2 ponts, naturellement, puisqu'il franchit 2 fois la Loire. Au sud, le pont des 3 continents, pont qui sera conservé en l'état, car il est tout à fait compatible avec cette ligne de tramway. Et au nord, le pont Anne de Bretagne, dont on a parlé précédemment, pont qui sera donc transformé. Enfin, ce tronçon comportera un pôle de correspondance, un nouveau pôle de correspondance au sud, Bacille, et c'est ce pôle qui permettra de faire la liaison avec toutes les lignes de bus, évidemment, qui desservent les différents secteurs du sud de la métropole. Je vous propose maintenant quelques photographies qui illustrent ce tronçon. Une photographie sud-nord, prise depuis Bacille, où on voit clairement se profiler ce futur tronc commun de ligne tramway. On peut notamment apprécier ce magnifique alignement de pins parasols, dont l'ambition du projet est naturellement de les conserver. Un peu plus au nord, on voit ici un tronçon donc, à la confluence du boulevard de la Pré-au-Duc et de Léon Bureau. Donc on est tout près du pont Anne de Bretagne. Ce tronçon est assez intéressant puisque c'est l'endroit où la ligne sera la plus, entre guillemets, pincée, hein, et donc nous devrons faire des études assez fines d'insertion de tramway dans ce secteur. Néanmoins, c'est tout à fait possible. Enfin, évidemment, ça a été dit, hein, la transformation du pont Anne de Bretagne, pont qui n'était pas en l'état compatible avec la construction de lignes de tramway telles que nous l'avons envisagé, et donc ce pont qui sera donc transformé avec des ambitions qui ont été dites précédemment par M. Ledenmat. Et voici donc le pont Anne de Bretagne existant, et vous appréciez notamment sur cette photo les pentes assez importantes à ses extrémités, hein, et donc toute la problématique d'accessibilité dont M. Affilé parlait tout à l'heure. Je vous propose maintenant de passer au second tronçon, dit Est-Ouest, le tronçon 2. Donc ce tronçon sera celui qui sera emprunté par la ligne 8. C'est un tronçon qui fait lui aussi 2 km et qui est intégralement situé sur l'île de Nantes. Il comportera 4 nouvelles stations. Alors cette fois-ci, je vais les énumérer de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, excusez-moi. Donc la première station sera la station Béguincé, donc plus ou moins à l'emplacement devant l'actuelle usine Béguincé, blanche et bleue. Un peu plus loin, une station Victor Hugo. Donc ces 2 stations Béguincé et Victor Hugo sont en fait sur le boulevard Benoni-Goulin. Une 3e station Mangin, qui est donc à l'intersection de la future ligne 8 et du tronc commun ligne de 3 de tramway. Et enfin une dernière station, dite Île de Nantes, qui elle est à l'intersection avec la ligne 4 de Busway, entre les stations Île de Nantes et Beaulieu. On notera sur cette présentation en bas que nous avons actuellement identifié 2 options possibles pour le tracé du tramway au niveau de la place Mangin. Un tronçon qu'on va dire plus sud, où on vient amener la ligne vers la place Mangin, en façade de la place Mangin, et un tronçon un peu plus au nord, où la ligne reste rectiligne et emprunte les rues Billot et Marin. La photo qui suit vous permet de mieux apprécier probablement ce que je viens de dire. Donc on voit ici la place Mangin, et donc dans l'hypothèse sud, on viendrait au niveau du giratoire que vous pouvez voir sur cette photo. Alors que dans l'hypothèse nord, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais en arrière des 2 immeubles de forme ronde. Voilà pour ce tronçon. Je termine par le dernier tronçon, le tronçon 3, qu'on appelle aussi le tronçon Jamais romané. C'est un tronçon très important dans le projet, puisque c'est par ce tronçon qu'on peut relier le cadran nord-ouest de la métropole au futur CHU par le biais de la ligne 7. C'est un tronçon plus court, il fait 1 km environ, et relie donc 2 stations de tramway existantes, la station Jamais d'une part et la station Romanée d'autre part. Ces 2 stations nécessiteront bien sûr d'être réaménagées pour accompagner ce projet.
Et vous avez, pour terminer, une vue donc, de ce tronçon. On voit ici, donc, on est au bout du boulevard Romanet, et on voit donc, un peu plus loin, enfin on devine un peu plus loin, la station Jamais, et donc on regarde vers Nantes. Voilà pour ces composantes du projet et les 3 tronçons à construire. Merci. Nous allons maintenant accueillir vos questions. Alors, vous avez sur votre écran une indication qui vous permet de taper sur votre clavier des questions. On est dans une réunion publique, mais un peu médiatisée par l'électronique. Nous avons déjà quelques questions. Ces questions arrivent en régie et l'autre garant les trie, enfin pas les trie, mais les ordonne pour qu'on essaye d'avoir des choses un peu cohérentes dans la discussion. Donc ne vous étonnez pas si votre question partie très tôt arrive un peu plus tard. Elles finiront toutes par arriver, rassurez-vous. La première question, et on ne va pas y répondre directement, c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment on peut voter pour une variante. Alors je précise d'entrée, on n'est pas dans un système de référendum ou d'enquête d'opinion. On est dans une concertation, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement que vous soyez pour telle variante ou pour telle autre variante, c'est pourquoi vous êtes pour telle variante. Qu'est-ce qui vous paraît important dans les choix à effectuer? Quelle est la façon dont vous imaginez ou dont vous rêvez le réseau de tram de Nantes? Donc, on ne vote pas pour une variante, on explique pourquoi on est favorable ou défavorable à cette variante. Et on peut le faire, alors soit directement en ce moment, soit sur le site du dialogue citoyen où il y a une zone qui permet d'accueillir vos contributions, qui peuvent d'ailleurs être de simples questions ou au contraire de longs développements. Voilà pour ce premier point. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, la question suivante, c'est le raccordement Jamais-Romanet est très attendu. Quel est le calendrier? Merci. Alors, je précise, avant de donner la parole à Nantes Métropole sur cette question, que samedi prochain, nous avons une balade atelier, là aussi virtuelle. C'est beaucoup moins sympa que de faire la balade sur le terrain, mais les conditions du moment font que nous aurons seulement une balade virtuelle et des ateliers qui seront aussi virtuels, mais ça marche assez bien, on l'a fait 2 fois, ça fonctionne assez bien, on peut travailler quand même, c'est un peu plus lent et un peu plus compliqué, mais on y arrive. Donc si vous êtes particulièrement intéressé par le devenir de ce secteur, mais aussi par les prolongements à l'est de l'agglomération, je vous conseille de vous inscrire tout de suite à cet atelier. Je donne la parole maintenant à Nantes Métropole pour répondre à la question. Oui, alors, en fait, répondre à la question, c'est assez simple. C'est horizon 2026, comme le reste de nos tronçons sur l'île de Nantes. Et il faut peut-être préciser, quand même, rappeler que ce tronçon est un tronçon qui a déjà connu le tramway pour une partie, sauf qu'au rond-point de Romanet, en fait, il partait vers la place Mendès-France. C'était l'ancien tracé de la ligne 1. Et il se trouve que ça fait maintenant un certain temps que c'est désaffecté. Et donc, contrairement à une idée reçue, on ne va pas pouvoir juste se rebrancher dessus et tourner à droite plutôt que de tourner à gauche. On va vraiment être obligé de refaire l'ensemble de la voie. Et vous pouvez préciser un peu quel est l'intérêt de ce shunt, en fait? Alors, ce n'est pas un shunt, justement, parce qu'on garde la ligne 1, la ligne 1, hein, la vraie ligne 1 aujourd'hui, qui va rester demain. Et c'est en fait la ligne 1 bis qui s'arrête aujourd'hui à Jamais, qui va être prolongée jusqu'à Mitterrand dans un premier temps. Et donc là, ça veut dire tout simplement que le gros intérêt, c'est que pour les habitants, on va dire, de l'ouest de l'agglomération, eh ben, ça leur donnera la possibilité d'aller en tramway directement à Rezé sans avoir besoin de faire de correspondance. Merci. Question suivante. La concertation ne mentionne que le tramway, mais d'autres modes de transport en commun ont-ils été étudiés, notamment le busway nouvelle génération, entre autres pour des questions de coût et d'aménagement moins lourds. Alors je précise que cette question, et des variantes de cette question, revient
reviennent assez souvent dans les contributions des internautes, certains proposant carrément qu'une partie des lignes que vous proposez là soit en fait des busways. Donc ça mérite peut-être une explication un peu approfondie. Oui, donc ce sont des possibilités qui ont été explorées lors des études préliminaires qui ont précédé la proposition de 3 nouvelles lignes de tramway. Ça présente, je laisserai tout à l'heure Stéphane Bis détailler un petit peu les avantages et inconvénients de chacune, mais on va dire que il fallait à la fois, enfin, il y a à la fois les enjeux qui sont présentés là, c'est-à-dire les questions de coûts et d'aménagement moins lourds, mais comme on a également dans le cadre du projet des objectifs de maillage du réseau tramway, puisqu'aujourd'hui on a une question de concentration des lignes au niveau du secteur commerce, et donc le projet il doit aussi permettre de répondre à cet enjeu-là. Et on a également un enjeu de réutilisation d'une partie des infrastructures qui existent déjà, et donc on va dire une opportunité d'un maillage complémentaire et d'un service complémentaire avec un kilométrage limité de nouvelles voies de tramway à créer. Et donc, on va dire que l'ensemble des possibilités, elles ont été explorées. Et au regard des différents critères, on va dire que la proposition qui paraissait la meilleure solution pour répondre à ces enjeux-là, c'est celle qui est présentée aujourd'hui. Alors, effectivement, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, le busway ou le tramway, en termes de qualité de service, un busway comme celui qu'on a sur la ligne 4, ou nos lignes de tramway, ce sont des qualités de service, on peut dire équivalentes. Les aménagements sont faits de telle façon à avoir des performances tout à fait remarquables. Mais il y a quand même, et ça c'est important de le dire, une différence majeure entre les deux systèmes de transport, c'est la capacité de voyageurs que l'on peut emporter. En effet, si on regarde les fréquences actuelles de ces lignes, c'est pour les troncs communs tramway 3 minutes de fréquence, pour la ligne 4 de busway, c'est également 3 minutes. Il faut savoir que dans un busway comme le véhicule qu'on appelle e-busway aujourd'hui, on peut emporter 150 passagers dans un véhicule, alors que pour les tramways, les actuels, c'est 240, et les futurs, c'est 300. Autrement dit, si on regarde juste sur 1 heure, tout simplement, et dans un sens, avec un busway, on peut transporter, on va dire, jusqu'à 3000 personnes par heure et par sens, alors qu'avec un tramway, on peut actuellement aller à 4800 personnes par heure et par sens, et demain, à 6000 personnes par heure et par sens. C'est donc le double. Donc il y a quand même, entre le tramway et le busway, une différence qui est importante, c'est la capacité d'emport de ces types de lignes de transport. Peut-être une petite précision. Si vous avez, vous, l'idée qu'une des lignes de tramway n'est peut-être pas absolument nécessaire, compte tenu du coût, ou de ce que vous pouvez savoir du coût, n'hésitez pas à contribuer et à dire laquelle. On voit bien clairement que les lignes 6 et 7, par exemple, sont des lignes de tram, parce qu'on ne va pas mettre un busway à rouler à côté du tramway. En revanche, sur la ligne 8, par exemple, la question pourrait se poser, puisque c'est une ligne ex nihilo qui est créée complètement. Et donc, il ne faut pas hésiter à argumenter dans ce sens, si vous le pensez. Merci. Comment la fréquence de la ligne 1 pourra être conservée en ajoutant les lignes 6 et 7 sur la même infrastructure déjà saturée, notamment au croisement de commerce avec les lignes 2, 3 ? Eh bien, en fait, allez-y. Tout simplement parce qu'on ne va pas changer les fréquences en tant que telles, puisqu'en fait, les lignes 6 et 7, si vous connaissez le fonctionnement du réseau actuel, viennent se substituer à la ligne qu'on appelle 1 bis existante, la ligne qui va aujourd'hui de Ranzé à Jamais. Et donc, si on regarde cette ligne de Ranzé à Jamais, aujourd'hui, sa partie Ranzé jusqu'au pont Anne de Bretagne, la station chantier naval, deviendra la ligne 6, qui ira de Babinière jusqu'à Bacille, et la partie ouest de cette ligne Jamais-Ranzé, donc qui va de chantier naval jusqu'à Jamais, deviendra la ligne 7, qui partira, elle, de Romanée jusqu'à Bacille. Donc, il n'y a pas d'ajout en tant que tel de tramway, mais bien une substitution de la ligne 1 bis par ces lignes 6 et 7 en termes de fréquence. D'accord, merci.
L'alternative d'un transport en commun en site propre par la couronne, périphérique ou petite couronne, a-t-elle été envisagée pour les liaisons avec les lignes de TC depuis les parkings relais qui seraient en périphérie? Alors cette idée du périphérique en transport en commun, on l'a eu dans une concertation précédente, on l'a de nouveau ici et de façon là encore un peu répétitive. Je pense qu'on peut dire que c'est une valeur sûre de la concertation. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce qu'on peut se dire qu'il est souhaitable de développer des déplacements de rocade d'une commune de l'agglo à une autre commune de l'agglo. Très bien. Je signale qu'il y a déjà un certain nombre de lignes qui existent. La ligne 10, la ligne sur les boulevards intérieurs, la ligne 40, la ligne C20, qui fait le tour du quart nord-ouest en partant de la gare de Chantenay, la ligne 30 sur le Sud-Loire, la ligne 40, donc je l'ai dit, et la ligne 50 qui part du bac d'Indre et qui remonte actuellement jusqu'à Nantes-Nord. Donc il y a déjà un certain nombre de lignes qui existent, mais elles ont une particularité, c'est que ces lignes sont installées, ces lignes de rocade sont installées sur des endroits où on a à la fois des habitants et des générateurs de trafic, qui peuvent être par exemple des zones d'activité, des zones commerciales ou des grands équipements scolaires, de santé ou autres. Donc on voit bien que pour que ça puisse fonctionner, il faut des clients dedans, des usagers. Or, si on s'installe sur le périphérique, je rappelle que ce périphérique fait 42 km, et qu'on fait une boucle sur le périphérique, en sortant à chaque porte où on a un transport en commun en site propre, performant. Je pense qu'à la louche, comme ça, on doit être sur une dizaine d'arrêts à peu près, une dizaine de sorties. Et donc, il faut sortir, aller au terminus de transport en commun structurant ou performant, et se réinsérer ensuite sur le périphérique. Et tout ceci, en fait que globalement, même pour aller on va dire, de Rezé à Vertou, je ne suis pas sûr que ce soit toujours très optimal en termes de déplacement, tout simplement parce que, 1, ça prend du temps, c'est pas si performant que ça, et 2, on a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas forcément le potentiel d'usager pour rendre efficient ce nouveau service qui serait créé. Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Ah, elle ne vient pas. Je n'ai Ah. Alors, encore une question qu'on retrouve très souvent. On l'a eu dans les ateliers, on l'a eu lors de la dernière réunion, on l'a dans les contributions sur le site. La desserte de l'aéroport apparaît prioritaire dans de nombreux commentaires et pour tout le développement économique nantais. N'attendez pas la deuxième phase du projet. Alors, que nous répondez-vous à cette question vraiment récurrente? Il se trouve que je vais répondre de façon récurrente, moi aussi. Nous avons mené avec la région une étude sur l'accessibilité de l'aéroport. Et bien sûr, nous avons étudié le fait de prolonger le tramway, et notamment nous, on pensait au départ à la ligne 3 de Neustrie jusqu'à l'aéroport. Il apparaît qu'il y a deux gros inconvénients. On est assez loin du cœur d'agglomération, et donc aller jusqu'en cœur d'agglomération avec un tramway qui s'arrête à chaque arrêt fait que globalement vous êtes à une quarantaine de minutes à peu près du centre-ville. Deuxièmement, on ne passe pas par la gare, alors que en gros on pourrait passer par la gare, mais il faudrait une correspondance pour pouvoir aller à la gare avec la ligne 1 ou la future ligne 6. Donc c'est pas très intéressant parce que ça vous fait du 45 minutes à peu près pour aller à la gare. Et donc on a plutôt travaillé sur l'hypothèse d'avoir un bus à haut niveau de service, par exemple, qui pourrait partir de Bacille et qui pourrait rejoindre l'aéroport. Et là, il vous a pas échappé dans ce cas-là qu'effectivement, on s'adresse à beaucoup plus de monde venant de bien davantage d'endroits de l'agglomération. Et puis la région a aussi souhaité étudier la possibilité d'une halte ferroviaire pour aller directement de la gare à l'aéroport ou à proximité de l'aéroport pour pouvoir, en fait, pour les gens qui arrivent en train et qui ont besoin d'aller prendre l'avion ou inversement. Donc, on a une solution qui paraît a priori, là encore, intuitivement intéressante, mais quand on l'analyse, en fait, elle ne résiste pas à l'analyse et on doit donc repenser les choses et ce n'est pas le scénario qu'on a retenu d'amener le tramway jusqu'à l'aéroport. Je disais que la question était récurrente. On en a 3 sur le même thème, rien que ce soir. Hein. Donc on ne la reprend pas. Vous venez de faire une réponse assez détaillée. On passe à une question suivante.
Le 24/11, il était indiqué que le pont Anne de Bretagne serait déconstruit, ses piles rabotées puis reconstruit. Ceci implique l'absence du maintien des circulations prévues au projet. Durée de ces travaux, impact sur la circulation. Alors là aussi, c'est un problème qui revient assez souvent. Les Nantais ont du mal à imaginer comment on va pouvoir changer ce pont en continuant à le faire fonctionner. Alors, pour ce qui concerne le maintien de la circulation, c'est quelque chose qui est bien prévu dans le cadre du chantier de transformation du pont Anne de Bretagne. L'idée, en fait, c'est de d'abord construire le nouvel ouvrage à côté de l'ouvrage existant, puis de venir modifier l'ouvrage existant en démolissant le tablier, en intervenant sur les piles, puis en reconstruisant à côté du nouvel ouvrage un ouvrage qui sera dans le même gabarit, dans la même forme, avec un nivellement, une hauteur comparable. Et donc, en tout cas, le maintien de la circulation pendant les phases de chantier, je dirais que c'est un entrant du cahier des charges qui sera remis aux entreprises qui auront à intervenir sur le pont. D'accord. Donc, un nouveau pont, on passe sur le nouveau et on refait l'ancien à côté. Voilà. La ligne 8 paraît courte pour une ligne de tramway. Pourquoi ne pas prolonger la ligne C5, voire réaliser une branche jusqu'au terminus à Rozay? Alors j'avoue que moi qui ne suis pas nantais, j'ai du mal, mais vous allez pouvoir répondre avec précision. Ouais. Effectivement, quand on regarde le plan, la ligne 8, telle que présentée, serait la ligne la plus courte du réseau, oui, oui, et de loin. Et je pense que l'un des enjeux de la concertation, c'est effectivement aussi d'ouvrir sa perspective de prolongement, parce qu'il y a beaucoup de scénarios possibles, on le voit bien avec cette ligne 8. Si on prend jusqu'à Bastille, elle peut aller, on le voit sur le plan qui vous a été présenté tout à l'heure, elle peut aller au nord, au sud, pardon, pas au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc c'est déjà intéressant de réfléchir à ces trois scénarios. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de la concertation, on n'a pas pris encore acte de cela, et donc c'est important que vous donniez votre avis. Et donc, votre avis sur le prolongement de la ligne C5 est tout à fait intéressant dans ce sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'état tel qu'elle est présentée, la ligne 8, une réflexion importante sur son exploitation devra être menée pour effectivement optimiser son fonctionnement si elle devait rester aussi courte. Oui, je rappelle que dans la concertation, il y a deux éléments clés sur lesquels vous êtes amenés à vous prononcer, les uns et les autres. C'est à la fois le projet des lignes en pointillés de couleur qu'on voit sur la carte, qui est la carte classique qu'on a eue partout, et puis aussi vous permettre de vous exprimer un peu sur votre réseau rêvé de Nantes en examinant les prolongements qui sont envisagés et de voir, en fonction de vos besoins, de ce que vous pensez être la réalité, comment il faudrait envisager ces prolongements au-delà de 2026. Autre question, le passage du tramway au niveau des nefs se fera-t-il sous les nefs ou par le boulevard Léon Bureau? La deuxième option semble ne pas pouvoir être réalisable sans circulation partagée, ce qui risque de causer des problèmes de régularité. Question très technique, là. Ouais, je vais apporter quelques premiers éléments de réponse. Sur cette partie du tracé qui est effectivement contrainte, comme on le voyait sur la photo tout à l'heure, avec des bâtiments qui existent de part et d'autre du boulevard, il y a différentes options qui ont été regardées. Alors, aucune d'entre elles, effectivement, n'est simple, on peut dire, parce qu'effectivement, on a une largeur du boulevard Léon Bureau qui est réduite, mais au niveau des nefs et au niveau du parc des chantiers, on a aussi des usages qui sont très très forts. Il y a l'éléphant, il y a les promeneurs, il y a les animations, et on va dire qu'en prenant en compte ces différents paramètres, ces différents enjeux, la meilleure solution, même si l'espace est réduit, c'est de faire passer le tramway par le boulevard Léon Bureau. Ce qui nécessite pas même si la largeur est réduite, ce qui nécessite pas une circulation partagée avec le tramway. Donc vous allez y arriver. On va y arriver. L'espace est réduit, mais ça passe. Alors, j'ai 4 questions qui s'affichent en même temps. Toutes ces questions concernent les parkings relais. Enfin, en tout cas, les 2 premières de façon certaine. Alors, je cite les 2 premières. Est-il prévu un parking relais à la station Bastille? C'est une question assez récurrente, là aussi.
La deuxième question, c'est vous aurez compris que je suis roséen. Il n'y a pas de parking de prévu par l'architecte M. Bonnet dans l'aménagement de la ZAC des îles. Donc ce problème des parkings relais est très présent aussi dans la concertation. Et on a eu dans les ateliers des témoignages d'usagers qui allaient jusqu'à dire moi j'habite Rezé, s'il n'y a pas de parking au bout des 3 lignes, là je continuerai à prendre ma voiture parce que je ne pourrai pas aller à pied jusqu'au point de départ. Donc si je n'ai pas de parking relais, je suis eu, quoi. Je ne peux pas prendre le tramway après. Alors, pour ces gens qui habitent Rezé, ce qu'on a oublié de dire, c'est que bien sûr, à un moment, on sera obligé de réorganiser le service de transport en commun sur l'ensemble du périmètre, parce que l'arrivée, vous vous doutez bien que l'arrivée de potentiellement 3 lignes de tramway doit aussi s'accompagner de branchements des bus ordinaires, ou autres d'ailleurs, sur le terminus à la station Schœlcher-Bastille. Donc ça c'est un premier élément. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de parking relais de prévu? Pourquoi il n'y a pas de parking de prévu à la station Basse-Île? Pour une raison assez simple, c'est que les parkings relais, la doctrine que nous avons forgée dans le temps, c'est de les installer en sortie de périphérique ou en entrée d'agglomération. Et quand on parle d'entrée d'agglomération, c'est dès qu'on arrive au niveau du périphérique en réalité. Et donc, on prévoit plutôt un parking relais au niveau de Bouguenais, alors plutôt autour de la Bouvre ou un peu entre la Bouvre et le périphérique, en lien évidemment avec le transport en commun structurant qui va passer pour aller jusqu'à l'aéroport en passant par la route de Pornic. Donc on peut penser à un bus à haut niveau de service, par exemple. Et donc là, évidemment, si on veut pouvoir capter les gens qui viennent du Pays de Ré pour qu'ils puissent prendre ce bus à haut niveau de service, il faut qu'il y ait un parking relais un peu conséquent. Il y en aura il y en a un qui va ouvrir bientôt à Neustrie, qui est déjà lui-même plus conséquent. Mais vous voyez bien que dès qu'on arrive en zone urbaine, c'est tout de suite plus compliqué de construire un parking relais. Un parking relais en zone urbaine, c'est un parking en ouvrage. Et donc, ça veut dire que parfois, il arrive qu'il y ait des voisins. Et les voisins ne sont pas forcément toujours très partisans de voir un parking relais de 2, 3, 4 niveaux s'installer sous leurs fenêtres. Donc, c'est aussi de l'usage un peu particulier, sauf si on arrive à une forme de mutualisation entre le parking pour des résidents ou pour les entreprises, par exemple, et un usage de parking relais dans la journée, puisque, du coup, on peut avoir des usages qui sont complémentaires. Donc, tout peut se travailler, tout peut, à un moment, être étudié, mais ce qu'on a identifié pour l'instant, c'est vraiment le besoin, au niveau de la Bouvre, d'un bon gros parking relais, connecté peut-être même avec une halte ferroviaire, connecté avec une station de bus à haut niveau de service pour aller soit vers Pierremille, soit vers Schœlcher, en tout cas dans un premier temps, soit à l'aéroport dans l'autre direction. Donc les Roséens prendront des bus pour rejoindre ce nouveau terminus du tram. Terminus qui n'est que provisoire, hein, puisqu'après après 2026, on ira ailleurs. Question suivante. La création de ces lignes paraît très pertinente, malgré la ligne 8 courte. Cependant, cela reste toujours très centralisé. À un horizon 2035, est-il possible d'envisager une ligne de rocade reprenant les trajets du C10 et du C20, par exemple? Alors, je vais peut-être aller un peu plus loin. Cette idée que un certain nombre d'habitants, en particulier des communes périphériques de Nantes, ne comprennent pas, visiblement, l'effort qui est fait en ce moment pour la partie centrale du réseau. Et ils disent, au lieu de renforcer le cœur du réseau, étendez-le vers nous, parce qu'on en a besoin. Donc on retrouve le problème du périphérique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, plus cette question un peu sur pourquoi cet effort sur le centre du réseau qui paraît déjà relativement pourvu, en tout cas vu de loin. Donc expliquez-nous en quoi cet effort sur le cœur du réseau a aussi peut-être de l'intérêt pour l'ensemble des habitants, même s'ils sont très périphériques. Alors, déjà, vous avez bien compris que ce qui est prévu, c'est quand même d'aller un peu plus loin vers l'extérieur.
On n'a pas parlé de Babinière, mais Babinière, on franchit l'Erdre. On a travaillé aussi, on va travailler, on doit le mettre à l'étude en cours de mandat, sur la fin de la connexion entre la ligne 1 et la ligne 2, qui ramène vers le domaine universitaire. Donc là, c'est une concertation qui a déjà eu lieu, mais il n'empêche qu'on voit bien que pour des habitants, par exemple, de l'ouest, de l'est de l'agglo, ça leur permet d'arriver directement, pour les étudiants, sur le campus universitaire. Et ceci, pas forcément que dans le cœur d'agglomération. On a évoqué, alors ça ne figure pas sur le plan ici, on a évoqué aussi le prolongement de la ligne 4 de Bussuet jusqu'à Vertou. On travaille, et Guillaume l'a cité tout à l'heure, au-delà de François Mitterrand, vers le nord-ouest. On a nos flèches noires au sud qui indiquent bien qu'on va aller aussi chercher des usagers au-delà du cœur d'agglomération. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas forcément, par exemple, créer un tramway de rocade un tramway de rocade, alors de mémoire, on est sur 20 à 25 millions de kilomètres en infrastructure, 42 kilomètres, je vous laisse faire les comptes. C'est exorbitant pour un service dont l'efficience n'est pas forcément au rendez-vous. On travaille déjà, alors tout à l'heure j'ai un peu parlé de la ligne 50, mais très clairement, par exemple, l'ouverture de Babinière en 2024 va nous permettre sans doute de redessiner ce qui va se passer à ce niveau-là et de travailler ou sur la ligne, alors on a la ligne C20 qui pourrait monter jusque-là, la ligne 50 qui pourrait peut-être monter jusque-là, je ne sais pas, ça doit être travaillé. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'on commence à boucler, quoi. Et donc on boucle, encore une fois, à un endroit où on a des usagers, où on a des générateurs de trafic, où on a une densité de population, et ça les gens l'oublient souvent. Les transports en commun, c'est des transports de masse. Il faut donc qu'il y ait une densité de population suffisante pour assurer une efficacité au transport en commun. Et donc, en fait, on a après des lignes de rabattement qui vont chercher les usagers plus loin, là où le secteur est moins dense. Et puis, on peut aussi utiliser sa voiture jusqu'au parking relais. On peut venir en vélo jusqu'à un parking relais. C'est ce qu'on est en train de travailler aussi pour faire en sorte que l'ensemble de cette architecture, en fait, profite à l'ensemble des habitants de l'agglomération. Mais très clairement, quand on est dans un endroit où la densité par habitant est trop faible, on ne peut pas s'attendre à avoir un service de transport en commun aussi important que quand on est dans une zone où la densité est plus forte. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place, par exemple, le covoiturage, le service de covoiturage intégré dans notre offre de transport en commun pour pouvoir précisément desservir des zones qui sont moins denses. Merci pour ce développement. Comment se fait-il que ni dans la première phase ni la deuxième, le sud-est de la métropole ne bénéficie pas des améliorations du réseau? Il me semble qu'il y a un vrai vide sur Saint-Sébastien, Basse-Goulaine, Vertou. Je vous avais annoncé ce problème. Le voilà, nous le retrouvons. Sur le sud-est de l'agglomération, en fait, tout le monde oublie qu'on a déjà créé la Chronobus C9 dans le mandat précédent. On a la mise en service effectuée en 2018, je crois. C'est ça, septembre 2018. C'était il y a un peu plus de 2 ans et c'est déjà comme si on n'avait rien fait. J'ai déjà évoqué le prolongement de la ligne 4 de Bussuet vers Vertou. Et puis, on travaille également pour un certain nombre. On a déjà réaménagé des lignes, la 27, la 28, la 42. On oublie aussi qu'il y a des gares. Il y a 2 gares à Saint-Sébastien, une gare à Vertou, sur ce site, et qu'on peut, sur le périmètre de Nantes Métropole, monter dans un TER avec son abonnement Sémitane, avec sa carte Libertane, en payant le prix d'un ticket de bus, quoi. Donc, on a déjà un certain nombre d'infrastructures qui sont présents et qui rendent les services qui sont attendus, sachant qu'on travaille encore sur la possibilité d'aller plus loin. Je me pose plusieurs questions. Je vais commencer par les ponts. Comment comptez-vous faire passer les véhicules de secours afin qu'ils puissent se rendre aux urgences du futur CHU sur les rails du tramway, donc pas d'herbe? Oui, je vais répondre. C'est intéressant parce qu'en plus, ça crée un lien avec les aménagements de détail qu'on n'a forcément pas évoqués parce qu'on n'est pas à ce stade-là du projet. Mais on sent bien qu'il y a un intérêt pour ça aussi derrière.
Oui, donc effectivement, ce qui est prévu, c'est que, comme c'est le cas aujourd'hui sur les lignes de busway, par exemple, les véhicules de secours puissent circuler sur les nouvelles voies de tramway pour accéder plus facilement et plus rapidement au niveau du CHU. Et donc, forcément, on aura un revêtement qui sera adapté et qui permettra leur circulation. Et sans doute une régulation, parce qu'on va avoir quand même aussi un trafic important sur ce tronçon nord-sud nouveau, avec les 2 voire 3 lignes. Ça va faire quand même beaucoup de trams, sans doute. Non, on va dire que les véhicules qui l'emprunteront, ça reste ponctuel, hein, sans véritable impact sur l'exploitation, et ça se fait bien à vue. Enfin, on le voit aujourd'hui sur le busway ou même parfois sur le tramway. Hein, ça arrive également que des véhicules de secours passent sur les lignes. D'accord. Question suivante. Le choix de tracé de la ligne 8 sur l'île de Nantes est déséquilibré en termes de maillage et de public concerné par le tracé Sud-Loire du scénario C. Quel argument a conduit à cette proposition? Alors, je pense que ça nécessite de faire aussi un petit point, avant de répondre à la question stricto sensu sur le tracé de la ligne 8 et son équilibre ou son déséquilibre. Je pense qu'il faut aussi peut-être faire un petit point sur à quoi ont servi et quel était l'objectif des différents scénarios qui sont dans le dossier de la concertation, mais qui ne sont pas des scénarios entre lesquels on va choisir, ce sont des scénarios qui ont servi au choix. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça un peu mieux ? Ces différents scénarios qui ont permis effectivement de comparer différentes configurations, soit sur le lieu de passage, soit en origine et en destination, et qui ont permis de jauger pour chacune d'entre elles, d'avoir des éléments de report, ou en tout cas de potentiels voyageurs sur les différentes lignes. Et donc c'est un élément intéressant qui permet de comparer cet aspect-là des lignes. Après, au-delà de cet aspect de potentiel, il y a également les objectifs de maillage entre la nouvelle ligne et les lignes existantes. Il y a également des objectifs de desserte des nouveaux équipements, hein, notamment la desserte du CHU sur l'île de Nantes. Et donc, effectivement, à travers ces différents scénarios, la métropole a pu établir une proposition qui semble à la fois on va dire la meilleure solution ou le meilleur compromis entre les enjeux de maillage, de desserte des grands équipements, de développement de la centralité, en la comparant à d'autres solutions qui effectivement peuvent présenter également d'autres avantages. Hein, et il n'y a pas de solution parfaite en tout cas, et tout est une question de jauge. Je crois qu'il faut aussi, si je peux me permettre, rappeler que cette première phase est aussi une phase de préfiguration de phase suivante. Et donc, si certains tronçons ne sont pas en tramway, ce sera très difficile qu'ils le deviennent après. Donc c'est aussi, je pense, à cet horizon-là qu'il faut regarder le projet. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir une ligne 8 assez courte dans la première phase, mais c'est une ligne 8, je l'ai dit tout à l'heure, qui ouvre beaucoup de possibilités, y compris des possibilités qui sont évoquées dans le scénario que vous évoquez. Mais cette fois-ci en tramway. Donc si on l'a fait en tramway, ça permet de faire des prolongements en tramway. Si on fait une ligne 8 comme notre scénario 3 en busway, on fige pour très longtemps ce tronçon-là en busway et on ferme le champ des possibles. Je crois que c'est aussi sous cet angle-là que les choix ont été faits. Alors, un de nos internautes contre-attaque, là. Oui, allez-y. Par rapport à ce que vient de nous dire Stéphane, ce qu'il faut bien voir, c'est que même si le busway est moins capacitaire, et ça fait le lien avec la question, est moins capacitaire que le tramway, donc on a dit 3000 pour le busway et 6000 pour le tram, enfin pour les nouveaux trams, on a quand même 3000 personnes dedans par heure. Et donc, si jamais on souhaitait électrifier, ça veut dire que ces 3000 personnes se retrouvent dans des bus qui rouleront dans la circulation. Et en plus, il se trouve qu'on a fait le choix d'un e-busway, donc un busway électrique, qui a besoin d'être rechargé à certaines stations. Et donc, ça veut dire
il faudrait qu'on déplace aussi les stations de recharge qui ont donné déjà bien des soucis à Stéphane et à ses équipes. Et donc, on voit bien que, du coup, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Alors qu'effectivement, on aurait pu penser, là encore, que c'est parfaitement possible de le faire. Alors, s'il y avait eu 500 passagers par heure, peut-être, mais effectivement, à 3000, ça ne marche pas. Et ici, effectivement, comment justifier le flux de passagers par heure envisagé? En fait, regardez, on a évoqué, île de Nantes, profondément du renouvellement urbain important, ZAC des îles, renouvellement urbain important, avec un nombre important de logements. Et donc, du coup, on voit bien que pour répondre aux enjeux, quand là, on a une densité importante et un nombre important d'habitants, le busway ne suffit pas toujours. Alors, parfois, il peut suffire, mais parfois pas. Donc, à un moment, si on décide qu'il y ait une des lignes qui, techniquement, peut être faite en busway, qui soit faite en busway, ça veut dire qu'on ne pourrait pas forcément revenir en arrière ensuite, et se priver, donc, par exemple, d'un maillage. On voit bien qu'on forme là une sorte de rectangle autour de la centralité, avec le prolongement de la ligne 8 jusqu'à boulevard de Doulon, et que ça permet même de créer, pourquoi pas, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de nouvelles dessertes avec de nouvelles destinations, puisqu'il faut dissocier, en fait, l'infrastructure d'une ligne qui passe dessus. Une ligne de transport en commun, on part d'un point A, on va à un point B, et on peut emprunter, en fait, un itinéraire qui peut être variant. Et plus notre réseau est dense, en fait, plus on a cette possibilité de regraphiquer les lignes pour pouvoir répondre à de nouvelles aspirations ou à de nouveaux usages, à des mutations urbaines, à l'installation de grands équipements. Peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, avant la question suivante, parce que cette ligne 8, elle fait l'objet de pas mal de critiques. Peut-être serait-il utile de préciser qu'elle s'inscrit aussi, enfin que le projet dans son ensemble s'inscrit aussi dans une modification quand même de la centralité nantaise, avec la création sur l'île de Nantes d'une zone qui va jouer un rôle central très important dans les années à venir. Donc vous pourriez peut-être expliquer ça un peu mieux que je suis capable de le faire. Tout le monde pense au CHU, mais en fait, sur l'île de Nantes, on a déjà un certain nombre d'habitants, je pense que tout le monde l'a vu. On a des générateurs de trafic sont, par exemple, le parc des machines avec l'éléphant, avec le carrousel des mondes marins. Mais bien sûr, autour du CHU, on a aussi le quartier, ce qu'on appelle le quartier hospitalo-universitaire, avec des instituts de recherche, avec la fac de médecine, par exemple. On a juste à côté le quartier de la création. Sur l'île de Nantes, on a actuellement l'école des beaux-arts, on a le Média Campus, on a l'école d'architecture qui sont déjà installés, plus des établissements universitaires. Et donc, évidemment, l'école de design demain, et donc, évidemment, tous ces équipements sont des équipements très intéressants pour nous qui faisons du transport en commun, parce qu'on amène des gens qui viennent le matin, et on prend des gens qui partent travailler ailleurs pour un certain nombre. Et donc, on voit bien on est quasiment sûr de remplir nos transports en commun dans les deux sens, en traversant dans un sens et en revenant dans un autre. Donc ici, ce quartier-là, c'est vraiment un quartier qui conjugue l'ensemble des fonctionnalités urbaines, de l'habitat, des études, des établissements de santé, des entreprises. Et donc, quand on a ce cumul d'activités, évidemment, ça nécessite un haut niveau de desserte en transport en commun. Ce que dit M. Affilé est très juste. Si on observe aujourd'hui la fréquentation des lignes sur l'île de Nantes, comme la 4 ou la 5, sont des lignes qui fonctionnent toute la journée et dans les deux sens. Ce ne sont pas des lignes qui fonctionnent que le matin ou le soir dans un sens ou dans l'autre. Elles sont effectivement très bien fréquentées à toute heure et dans tous sens. Question. Comment sera prise en compte et améliorée l'intermodalité avec les modes doux, stationnement des vélos au terminus, nouveaux aménagements, etc. Alors, oui, comment cette juxtaposition des différents modes de transport que vous prenez au travers du plan de déplacement urbain, comment elle va se concrétiser là? Alors, déjà, on va dire qu'en parallèle du développement des nouvelles lignes de tramway, Nantes Métropole travaille sur un schéma directeur des itinéraires cyclables qui va proposer un maillage d'axes magistraux sur l'ensemble de son territoire. Et donc, le projet de développement des nouvelles lignes de tramway va intégrer ces éléments-là dans les projets d'aménagement. C'est-à-dire que là où on va faire de nouvelles voies de tramway, donc au niveau des traversées de l'île de Nantes et dans les prolongations,
on est généralement également sur des secteurs qui sont à fort enjeu cyclable. Et donc, on aura également, dans le cadre des aménagements cyclables très capacitaires pour faciliter également les déplacements à vélo vers la centralité, les franchissements entre le nord et le sud de la Loire, et puis les traversées des secteurs de l'île de Nantes. Ensuite, au niveau des terminus, ce qui est prévu également dans le cadre du schéma directeur des itinéraires cyclables, c'est que comme on adapte le réseau des transports en commun, on aura également des itinéraires de rabattement cyclables vers les terminus. Et puis au niveau des stationnements, on a en général des stationnements qui peuvent être des stationnements abrités, des stationnements protégés, qui permettent de laisser son vélo pendant la journée et puis d'emprunter le tramway pour aller jusqu'au bout de son trajet. Donc en tout cas, c'est un sujet qui est bien intégré, que ce soit au niveau des aménagements et des équipements, au niveau soit des stations, soit des terminus. D'accord. En fait, pour compléter ce que vient de dire Guillaume, on a travaillé ensemble d'ailleurs sur 2 nouveaux parkings relais, que sont Porte de Vertou et Neustrie. Et ces parkings relais ont été conçus comme des parkings relais pour les voitures, avec des 2 roues et avec des vélos. Et là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, on a pas mal de demandes de gens qui nous disent, avec le vélo assistance électrique qui raccourcit un peu les distances, avec l'habitude que j'ai prise de faire un peu de vélo pour aller de chez moi prendre mon transport en commun, par exemple, eh bien, je suis preneur de places de parking relais pour les vélos dans un nombre qui est plus important que ce qu'on avait prévu au départ. Donc ça peut se travailler, mais ça veut dire que les futurs parkings relais qu'on devra faire devront prendre en compte cette possibilité, peut-être même qui deviendra assez conséquente, parce qu'il faut s'adapter aux usages en permanence. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est effectivement, on descend d'un tramway, on prend son vélo, mais s'il n'y a pas de piste cyclable, s'il n'y a pas de site sécurisé pour les vélos, on voit bien que ça risque de décourager les vocations. Et donc, il faut bien là qu'on pense aussi les accès vélos au terminus, là où on met des transports en commun, des parkings relais pour les transports en commun, mais aussi, du coup, pour les vélos et pour les voitures. Le stationnement des vélos est aussi une question qui revient très très régulièrement, parce que tous les cyclistes, et je le fus pendant un certain temps, savent que si on n'a pas un endroit sûr pour ranger son vélo, on ne retrouve pas le vélo au bout d'un certain temps. Et pourquoi attendre 2030, voire 2036 pour prolonger ces 3 lignes au sud? Raison financière ou en potentiel de trafic? Alors, je dirais qu'il y a 3 raisons. D'abord, il y a un constat au départ, c'est qu'on a besoin d'avoir le tramway qui desserve le CHU à son ouverture, d'où le rendez-vous de 2026. Ensuite, les prolongations, alors vous ne l'avez pas forcément dit comme ça tout à l'heure, mais si on a fait appel à la Commission nationale du débat public, c'est que l'ensemble de ce projet dépasse les 300 millions d'euros, et donc on doit faire appel, dans ce cas-là, à la CNDP. Donc, quand je dis 300 millions d'euros, c'est les infrastructures, le pont et les achats de matériel roulant, les tramways, pour pouvoir rouler sur ces nouvelles voies. Et donc, clairement, il va falloir qu'on digère un peu cette opération financièrement. Donc, il y a vraiment, effectivement, une raison financière. On doit étaler les investissements. Il y a aussi une raison technique, c'est qu'on ne peut pas, j'allais dire, mettre le chantier partout. Sinon, à un moment, on bloque tout. Et si on bloque tout, ça va être un peu compliqué de pouvoir continuer à accéder dans l'agglomération, tout simplement, pour tout le monde, pour les entreprises qui doivent y faire des travaux et pour les gens qui doivent également s'y déplacer pour diverses raisons. Et puis, il y a une 3e raison qui est le mûrissement d'un certain nombre d'études. Par exemple, on attendait aussi de savoir sur quoi déboucherait notre étude d'accessibilité de l'aéroport, parce que vous doutez bien qu'il y a quand même une correspondance entre les deux qui nous conduit à essayer d'articuler tout ça. Et puis, effectivement, on a sur Bacil encore des études sur la ZAC des îles, un certain nombre d'études qui doivent être menées. On travaille avec le département sur le développement de voies de covoiturage sur la route de Pornic. Donc, tout ça, ça avance en parallèle. Et si on avait tout de suite pris une option en disant on va, par exemple, vers Bougnay, avec le tramway, eh bien, d'abord, on n'aurait pas eu le temps de la concertation, et puis, ma foi, on se serait peut-être heurté après à des incompatibilités avec des préconisations issues d'autres études ou d'autres projets.
Merci. 2 questions maintenant qui traitent du pont Anne de Bretagne et qui, toutes les deux, regrettent qu'on envisage de, si ce n'est de le démolir complètement, au moins de le restructurer assez violemment, apparemment. Je lis les questions. Le débat sur la Loire en 2015 ne prévoyait pas la démolition du pont existant, mais simplement son doublement. Pourquoi ne pas réaliser un simple nouveau pont tramway et vélo, comme à Angers? Ce serait plus économique. Et puis l'autre question, Nantes Métropole a le souci d'éviter, réduire, construire pour limiter les impacts sur l'environnement. Pourquoi ne cherche-t-on pas à éviter de démolir ce pont historique et construire un pont dédié aux trams, moins large, moins coûteux? Donc à chaque fois, la question, on vous propose à chaque fois de garder le pont et de rajouter quelque chose à côté, quoi. Disons que ça rejoint les éléments qui ont été présentés tout à l'heure. Il y a effectivement, dans les enjeux d'aménagement au niveau du pont Anne de Bretagne, il y a des questions de passage du tramway, mais pas que. Et donc, parmi les autres objectifs, il y a également les enjeux d'accessibilité de part et d'autre, et on va dire sur la totalité du pont, et puis également la volonté d'avoir un espace public, enfin plus qu'un pont, un espace public qui soit un espace public de qualité, avec une perception unique de l'ouvrage, qu'on ait un aménagement qui puisse être vécu dans des situations événementielles comme une place, quasiment sur la Loire, qui puisse être également un lieu de contemplation et donc pour éviter, on va dire que la solution qui paraît la plus adaptée, c'est celle qui a été prévue. Pour autant, l'idée, c'est bien, il faut insister là-dessus, c'est bien de conserver le maximum de ce qui pourra être conservé, notamment l'intégralité des piles, ce qui je dirais, représente une partie importante de la réalisation d'un ouvrage. Donc, c'est pas anodin de vouloir conserver ces éléments. Peut-être en précision, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce pont, on va avoir 2 lignes de tramway, 2 voies. On va avoir des voitures. On va avoir un espace pour les vélos, puisque mon collègue Nicolas Martin travaille sur le schéma directeur des infrastructures cyclables qui prévoit un vélopolitain à cet endroit-là. Donc ça trace, quoi. On va avoir des piétons, comme Guillaume vient de le dire. Ce n'est pas simplement des piétons sur un trottoir, mais c'est des piétons sur un parvis. Donc du coup, difficile de se contenter de faire un petit pont à côté pour le tramway. D'autant plus qu'aujourd'hui, on n'aurait pas le droit de construire le pont de Bretagne. Vous savez pourquoi ? Parce que la pente est trop forte. Et donc, en termes d'accessibilité universelle, c'est pas possible pour je crois que c'est presque 2 fois au maxi, ça doit être presque 2 fois la pente autorisée, la pente maximum autorisée. Donc les normes d'accessibilité, c'est très bien comme ça, font qu'on doit penser à un franchissement aisé pour les personnes, par exemple, en fauteuil roulant. Et donc, on ne peut pas garder cette pente. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, la question se serait posée, sauf à vouloir exclure de ce pont les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, de transformer ce pont parce qu'il ne pouvait plus répondre aux normes et aux exigences d'accessibilité d'aujourd'hui. Vous êtes obligé de raboter le dos d'âne, quoi. En gros. Bonsoir. La ramification de la ligne 4 est-elle abandonnée? Alors, ligne 4, c'est... Ramification, oui. Tramification. Excusez-moi. Oui. Néologisme, mais que je comprends bien. C'est un terme intéressant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, tout simplement parce qu'on vient de réaliser un investissement majeur sur la ligne 4 avec la mise en service des e-busways et le succès que ça a été, même si actuellement, avec le Covid, la fréquentation n'est plus tout à fait celle qu'on escomptait. Mais elle devrait revenir, je l'espère. En fait, le vrai problème de la ligne 4 en tramway, ça avait été pensé à l'origine, il y a des possibilités de transformation, il y a des capacités de transformation. Néanmoins, il reste des vrais obstacles et techniques et organisationnels. Sans rentrer trop dans le détail, les obstacles techniques, c'est notamment toute sa partie nord, au niveau de la station Duchesse Anne, Château des Ducs de Bretagne, où le profil du pont, alors il y a d'abord le pont qui franchit les voies SNCF, qui n'est pas du tout apte à supporter un tramway,
Et le raccordement qu'il faudrait faire à la ligne 1 serait d'une complexité énorme, du fait du jeu des pentes, sans rentrer dans le détail, entre des points bas et des points hauts obligés. Bref, ça serait techniquement très compliqué. Et puis par ailleurs, une autre problématique qui s'est posée à nous lorsqu'on a réfléchi à cette tramification, c'est que faire de tous les voyageurs de la ligne 4 pendant des périodes de chantier qui seraient très très longues. Si une telle opération nécessiterait probablement 18 mois de travaux. Et donc demander à 50 000 voyageurs par jour, voire plus, de prendre je ne sais quel moyen de transport pendant 18 mois, ça serait très très compliqué. Donc on pense plutôt qu'aujourd'hui, avec le e-busway, on a offert un supplément de capacité tout à fait important et utile, et que c'est aussi par le maillage du réseau, et on voit bien qu'avec ce projet, on commence à esquisser des solutions aussi pour la ligne 4, et donc ça ouvre aussi des perspectives à l'échéance 2030-2036, qu'on peut trouver des moyens de soulager la ligne 4 de ces voyageurs et d'éviter cette tramification qui serait vraiment un chantier très très lourd à mener. Alors, 2 questions qui concernent le secteur de Bellevue. Demain, on aura toujours une desserte de Bellevue avec la ligne 1, point d'interrogation. Je les regroupe. Quelle sera l'évolution de la fréquence de la ligne 1 dans Bellevue avec la création des lignes 6 et 7 ? Alors, je crois que vous avez déjà répondu un tout petit peu tout à l'heure, mais il faut préciser ça. Je pense même qu'on va améliorer la desserte de Bellevue. Pourquoi ? Parce que je pense que la personne qui nous suit, notre internaute, les deux d'ailleurs, pense à Pierre Mendès France, la station Mendès France Bellevue. Donc on va garder évidemment la ligne 1 qui passera sur Mendès France Bellevue avec ses horaires actuels. Il n'y a pas de raison de modifier quoi que ce soit. Et la ligne 7, elle, passera et viendra offrir aux gens qui sont, on va dire, le plus au nord de Bellevue, qui sont le long du boulevard Romanet, la possibilité d'avoir une ligne supplémentaire. Et donc, en fait, pour ceux qui sont un peu éloignés de Mendès France, on va même offrir, sans avoir besoin de se déplacer, une ligne qui sera plus à proximité. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent l'ensemble de ce secteur savent qu'il est en voie d'urbanisation importante, parce qu'effectivement, l'arrivée du tramway explique que ça devient un endroit assez stratégique, assez intéressant pour des promoteurs pour s'installer. Donc c'est bien le signe qu'on va offrir, avec cette création de ligne 7, des possibilités supplémentaires, et aussi, n'oubliez pas, la possibilité d'aller directement à Rezé. J'y tiens, mais et d'aller directement sur l'île de Nantes, alors qu'aujourd'hui, il faut faire une correspondance. Le pôle d'échange de Bas-Île servira-t-il de pôle de désaturation de Pirmil ? Les cars Aléop y seront-ils en correspondance ? Alors c'est un problème aussi avec le lien avec les cars départementaux, je suppose, qui vous est posé là. Ce sont maintenant les cars régionaux. Ce sont maintenant les cars régionaux, absolument, oui. Donc les cars Aléop, c'est les lignes de cars de la région, effectivement. Donc, Pirmil, on va de toute façon retravailler l'entrée sur Pirmil, et y compris le stationnement des cars ou les arrêts des cars Aléop sur Pirmil, ça c'est déjà prévu. Mais on voit bien que pour les cars qui viennent du sud-ouest, du Pays de Retz, ça peut être une possibilité, effectivement, d'avoir un arrêt à cet endroit-là, je ne sais pas si ça sera le terminus, mais un arrêt à cet endroit-là qui leur permet de pouvoir se connecter plus facilement. On offre des connexions nouvelles. Par exemple, quelqu'un qui vient de Port-Saint-Père et qui doit aller travailler au hasard à Atlantis aura la possibilité de descendre de son car peut-être à Bas-Île et d'avoir une correspondance tramway qui l'emmènera directement sur son lieu de travail. Donc vous envisagez de changer un certain nombre de terminus, enfin vous étudiez la possibilité de changer un certain nombre de terminus. Il va falloir travailler avec la région sur ce sujet, tout en sachant, j'attire votre attention quand même, que ce terminus de Bas-Île, il va y avoir beaucoup de choses dedans. Donc à un moment, il va falloir qu'on ait la place de faire tout ça. D'accord. Non, mais ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la réorganisation complète du réseau au sud de la Loire à partir de cette nouvelle arrivée du tram. On peut observer le fonctionnement du réseau actuel aujourd'hui avec Pirmil et Graineret. Si vous observez le fonctionnement du réseau actuel, toutes les lignes qui sont au sud-est vont à Pirmil et toutes les lignes qui sont au sud-ouest vont à Graineret. Ce qui permet quoi ? Tout simplement aux personnes de choisir leur ligne structurante. Je viens du sud-ouest, je peux prendre le tronc commun 2-3 ou la 4. Et inversement, si je viens du sud-est. Eh bien, c'est probablement le même schéma qu'on fera
en 2026, avec donc les lignes du sud-est qui pourront aller jusqu'à Bacil, et ainsi, quelqu'un qui viendrait par exemple de Vertou, de Saint-Sébastien, c'est pour ça que ce que je parlais tout à l'heure de désaturation, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir choisir la 4, le tronc commun 2-3 ou le tronc commun 6-7-8. Et donc on offre beaucoup plus de possibilités aux gens du sud-est, par exemple par ce biais-là, par les lignes de bus, de choisir un tronc structurant de transport en commun. Alors, je lis. Pourquoi encore et toujours prévoir un tramway sur l'île de Nantes ? Tout est pour l'île de Nantes. En tant que creuséen, l'urgence serait de réaliser un maillage tramway sur le boulevard de Pornic en reliant le Leclerc à tout sud à Pirmil. C'est une question qu'on retrouve pour d'autres destinations et sous d'autres formes. Donc je pense que la carte ou le plan qui nous est proposé montre bien que ça fait partie des projets à étudier, puisqu'il y a une flèche qui part de Bacil et qui va effectivement vers Pirmil, peut-être après plus loin, donc ça reste à travailler. Justement, on a besoin de contributions comme celle-ci. Donc cette question, c'est en fait aussi une contribution. Et bien entendu, ça veut dire qu'après, c'est toujours la question de remplir les tramways. Et il faut effectivement avoir, 1, les générateurs de trafic, 2, les habitants. Mais la ZAC des îles, si elle garde sa densité actuelle, prévue actuellement, devrait nous permettre d'avoir effectivement de quoi remplir des transports en commun performants. Mais il faut quand même que votre interlocuteur attende après 2026. Oui, c'est après 2026. Ouais. Question suivante. Le pont des 3 continents accueillera-t-il toujours des voitures, en plus du tramway, des vélos et des piétons ? Point d'interrogation. Oui, c'est bien prévu. Alors, il y aura une réduction du nombre de voies de circulation pour laisser la place au tramway et davantage de place également aux vélos et aux piétons. Mais on aura toujours un accès à 2 voies de circulation, une dans chaque sens. En cohérence avec la voie qui traversera l'île de Nantes demain. Question suivante. Compte tenu de votre expérience, une telle concentration de tramways a-t-elle un impact sur l'environnement sonore ? Comment allez-vous traiter ce point ? C'est vrai que ce problème, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, une partie du tracé des nouvelles voies là, est dans une zone où pour l'instant, c'est du terrain vague, donc il n'y a pas de problème. On aura sans doute la possibilité d'aménager pour que ça se passe bien, mais ailleurs, ça va peut-être poser quelques problèmes, non ? Je ne suis pas sûr. Vous savez, moi, j'ai la chance d'habiter à une trentaine ou une quarantaine de mètres d'une station de tram, enfin d'une voie de tramway, pour être plus précis. Donc le tram, il s'arrête et il repart régulièrement. Honnêtement, même avec le gong, ça fait moins de bruit, globalement, qu'un certain nombre de voitures qui passent, voire de 2 roues motorisées avec un pot d'échappement trafiqué. Donc, en fait, il ne faut pas surestimer le bruit du tramway. Ça fait un petit peu de bruit, mais en réalité, dès lors qu'on s'y prend à l'avance, et notamment on a bien vu sur les photos tout à l'heure que sur la partie où effectivement on a aujourd'hui pas d'urbanisation, ou plutôt il n'y en a plus et on a du renouvellement urbain, eh bien on pourra effectivement travailler de façon un peu intelligente aussi l'urbanisation pour éviter que par exemple quelqu'un ait ses fenêtres qui donnent juste au-dessus du tramway. Mais vous savez, j'ai l'impression que dans le centre-ville, il y a un certain nombre d'habitants qui connaissent déjà cette situation et qui, pour autant, ne fuient pas l'endroit où ils habitent. Parce qu'en fait, le tramway, ça apporte aussi de sacrés avantages, notamment pour se déplacer assez rapidement. Donc, quand on fait une balance avantage-coût, en général, les avantages l'emportent largement. Juste peut-être compléter... Parce que la question, c'est comment allez-vous traiter ce point ? Là, vous nous avez dit que ce n'était pas si catastrophique que ça, mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées précisément pour essayer de diminuer encore cet impact sonore ? Moi, j'ai envie de faire une double ou une triple réponse. D'abord, le nombre de tramways qui circulera sur ce tronc commun n'est pas supérieur au nombre de tramways qui circulent aujourd'hui sur le tronc commun ligne 2, ligne 3. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, un tel projet s'inscrit dans un certain nombre de cadres réglementaires. On est aujourd'hui en concertation préalable.
on s'arrêtera pas là, et ensuite il va y avoir ce qu'on appelle notamment des enquêtes publiques, d'utilité publique, et notamment dans le cadre de ces enquêtes d'utilité publique, il y a ce qu'on appelle les études d'impact, qui sont des études très importantes, très complexes, très poussées, et ces études abordent les questions de bruit dans le détail, et donc elles seront étudiées. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toujours des choses à faire. Alors selon, je dirais, les problématiques, je vais vous donner quelques exemples très rapidement, mais par exemple, si on a des habitations trop près du tramway, on va par exemple utiliser un dispositif de poste de voie ferrée beaucoup plus, qui permet d'atténuer davantage le bruit qu'une pose classique, par exemple. On a tout un arsenal, je dirais, de dispositions à disposition qui nous permet de réduire donc, le bruit émis. Et enfin, j'aimerais dire aussi qu'actuellement, la CEMITAN travaille régulièrement sur des mesures techniques qui permettent de limiter le bruit de nos matériels roulants, de nos infrastructures. Nantes Métropole finance des investissements importants, par exemple des graisseurs de voies qui permettent de mettre un peu plus de graisse pour que ça grince un peu moins, etc., etc. Donc voilà, il y a, je dirais, des mesures de court terme et des mesures projets par le biais de l'étude d'impact et donc, évidemment, le cas échéant, des dispositions de construction qui permettront de limiter ce bruit. Alors, on me regroupe deux questions. Ce projet a été envisagé avant le confinement et la généralisation du télétravail. Cet aspect a-t-il été intégré, notamment par son impact sur les déplacements ? En clair, ce projet dans son ensemble est-il toujours pertinent ? Et puis la deuxième question, c'est n'avez-vous pas peur d'un raté de fréquentation si le télétravail est maintenu à très long terme ? Donc, est-ce que finalement, la question globale des mobilités urbaines, elle n'est pas en train d'être revue à l'aune de ces nouvelles pratiques auxquelles nous participons ce soir, d'ailleurs, d'une certaine façon ? Alors moi, je suis le premier convaincu que le télétravail va sans doute intervenir un peu plus souvent dans notre vie quotidienne, dans notre vie active quotidienne. Cela dit, il faut voir les choses de façon un peu macro. Sur l'ensemble des actifs en France, il y en a plein qui travaillent sur des secteurs où on ne peut pas télétravailler. Donc ça serait oublier que ceux-là ont besoin de se déplacer. Ils ont besoin physiquement de se déplacer. J'observe aussi qu'on commence tous à dire que du télétravail et de la visio en permanence, ça commence à devenir un peu, fatigant. Et j'espère bien qu'en 2026, on n'aura plus cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Sur nous. Mais assez clairement, le télétravail intégral, d'ailleurs, n'est pas vraiment recommandé, sauf en période un peu exceptionnelle. Et peut-être qu'il y aura un jour, 2 jours, où les gens, ceux qui le pourront, resteront travailler chez eux. Mais au-delà, je n'y crois pas complètement. Il ne faut pas oublier que la population continue à augmenter. La population de l'agglomération nantaise, elle monte d'abord, il faut le rappeler, parce que, on a des enfants et un peu plus que dans le reste de la France. C'est une des caractéristiques de l'Ouest. On a aussi un allongement de la durée de vie. Et puis, quand on est une région attractive, on attire aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin, parfois de très loin, parfois de la région d'à côté ou de Paris ou d'ailleurs. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va sans doute avoir, même si la croissance de population en métropole va sans doute un peu se ralentir pour les mêmes raisons qu'on a connues lors du confinement, et que des gens peuvent chercher, ces gens qui vont chercher à sortir des métropoles, pour un certain nombre, ils continueront à y travailler. Et donc, peut-être un peu de télétravail, mais sans doute, effectivement, un maintien de ces éléments. En tout cas, ce projet-là, à mon sens, ne doit pas être remis en cause, parce que si on le remet en cause aujourd'hui, c'est le développement et les usages de la ville de demain qu'on risque de menacer. On a 2 façons de voir cette crise. Soit elle intervient à un moment donné, on va la passer et on va repartir, sans doute pas complètement comme avant, mais avec quand même des usages de déplacement. Et si on n'est pas au rendez-vous, et rappelons que c'est quand même 2026, si on n'est pas au rendez-vous, on pourrait nous le reprocher, et je pense qu'on aurait raison de le faire. Profiterez-vous du prolongement de la ligne 8 à Beaulieu pour réorganiser ce carrefour infernal qui sature déjà entre les lignes 4, 5 et le trafic routier très dense ? Il y a quelqu'un qui habite le coin là ou qui passe souvent à cet endroit-là.
Alors, à l'horizon 2026, ce qui est envisagé, c'est que la ligne 8 s'arrête sur le boulevard Anatole de Monzy, à l'ouest du boulevard de Gaulle, et ne vienne pas le traverser. On va dire que la jonction entre les deux stations se fera à ce niveau-là. Après, pour la suite, si le prolongement vers l'est de l'agglomération est bien validé, suite à la concertation, eh bien, ça fera l'objet d'études et de traverser. Enfin, le carrefour sera étudié en conséquence. C'est des choses qui peuvent se faire et qu'on connaît. D'accord. Donc là, c'est du travail sur le détail. C'est ça. À Bacil, l'idée de la mutualisation des parkings est séduisante, mais est-elle réaliste? Les parkings d'entreprises et de magasins sont utilisés dans la journée, comme celle des parkings relais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi j'ai parlé de mutualisation entre les habitants et ceux qui viennent sur le site. Ce n'est pas tout à fait le même type. Il y a des endroits où on a des parkings relais qui sont à contrôle d'accès, qui permettent en fait aux habitants qui sont aux alentours de louer chaque mois, à un prix d'ailleurs pas très élevé souvent, une place de parking. Alors, ils n'ont pas forcément une place attitrée, mais ils savent qu'ils pourront se garer sur le parking relais. Et ça marche plutôt bien là où il y a des besoins. Est-ce que d'une certaine façon, l'internaute qui pose cette question-là ne se plaint pas d'une certaine insuffisance des parkings relais? Est-ce qu'il y a... Oui, mais les parkings relais, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie, c'est de les implanter en bordure de périphérique. Donc, autour de Bacil, je ne pense pas qu'on installe un vrai parking relais, ou peut-être un petit, un endroit où si on a la possibilité, mais c'est pas si simple dans ce coin-là. Par exemple, sur 30 Mous, on aimerait bien en installer un pour le navibus, et c'est un peu compliqué, c'est déjà urbanisé, et donc il faut trouver l'emplacement possible. Là, ça pourrait devenir un emplacement un peu contraint aussi, sauf à libérer du foncier par d'autres moyens. Donc, moi, je ne peux pas parler à la place de mon collègue et des équipes d'élus de Rezé. On en échangera avec eux sur ce sujet, mais ça ne sera pas un parking relais classique de toute façon. Autre question, avez-vous envisagé techniquement le raccordement de Bacil à Diderot pour donner plus de pertinence à ces extensions? Une question qu'on a déjà eue soit la dernière fois, soit dans un des ateliers, je ne sais plus. Alors, à ce stade, sur ces itinéraires de deuxième phase, on en est plus à juger l'opportunité que la faisabilité technique précise. Après, c'est un site effectivement qui aura qui, comme tout site, finalement, aura ses contraintes, qu'il s'agisse de contraintes environnementales ou de traversée de secteurs d'habitat ou d'emprises qu'il faudra parcourir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien de rédhibitoire qui est identifié, même si l'étude de faisabilité, elle n'a pas été réalisée à ce stade. D'ailleurs, je pense que c'est une des flèches qui figure sur la proposition. Donc ça veut dire qu'on attend effectivement peut-être qu'il y ait une contribution en ce sens. Donc, monsieur, n'hésitez pas à contribuer pour expliquer pourquoi ça vous semble pertinent. Ah non, c'est un monsieur. Question suivante. Ah, nous n'avons plus de questions actuellement. Alors, je fais appel à nos internautes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes à sec de questions. Alors, on peut en créer nous-mêmes, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Ce qui nous intéresse, c'est votre avis, vos interrogations, vos prises de position. Alors, il en arrive une. Un nouveau pont simple peut être aussi un pont qualitatif, lieu de contemplation pour le tramway, piéton et vélo. Je suppose que ça traite du pont Anne de Bretagne et que c'est une réflexion sur la nature même de ce pont. Je pense que Guillaume l'a expliqué. On veut avoir l'ancien pont reconstruit et le nouveau pont à la même hauteur pour avoir un vaste espace, un parvis qui soit accessible à tous et qui pourrait devenir, pourquoi pas, un endroit où on pourrait aussi installer des bancs, lieux de contemplation de la Loire, du fleuve. Il n'y a pas de problème, mais quiconque défie de le faire sur le pont de Bretagne existant. Donc
le pont final sera un pont qui aura l'air d'être un pont unique. Oui, c'est l'objectif. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'ambition d'espace public, qui se heurte que monsieur questionne. Bon, on peut toujours faire des choses plus simples. A été posée une certaine ambition volontariste en termes de qualité d'espace public. Et la réponse qui est trouvée, c'est cet nouveau dimensionnement d'ouvrage. On peut aussi imaginer un peu de végétalisation sur le pont, enfin, voilà, essayer de faire quelque chose qui soit un morceau d'espace public de qualité, et pas juste un pont où on s'arrête, voilà, où on s'arrête à un moment en se disant je suis sur un pont. Est-ce que nous avons d'autres questions? Il en arrive toujours, c'est bien. Une variante qui aurait été intéressante, un prolongement jusqu'à Bougnay, très utile pour les habitants de cette commune, un début de bouclage des voies au nord de Nantes qui permettra d'éviter le centre-ville. Alors, on revient sur cette question, pourquoi ne pas aller plus vers l'extérieur? Eh bien, il me semble qu'encore une fois, c'est une des hypothèses qui est soumise à la concertation. La flèche qui part vers l'ouest, on voit bien qu'elle se dirige potentiellement vers Bougnay. Donc, ça peut être une contribution. Et là encore, j'incite monsieur ou madame, je ne sais pas là, à contribuer, à expliquer pourquoi ça lui semble important, quels sont les arguments. Et puis, je pense que la deuxième partie de l'intervention porte plutôt sur le bouclage de la ligne 1, ligne 2 au nord de Nantes, qui permettra effectivement d'éviter le centre-ville. Je suis bien d'accord. Qui permettra. Au futur, oui. Puisque c'est programmé, si je me souviens bien. Oui, c'est la troisième phase. Oui. Question suivante. Voilà. La connexion Babinière-Faculté fait-il également partie du projet? Cela faciliterait grandement les déplacements périphériques au sein de l'agglomération. Alors, c'est un peu compliqué parce que le prolongement, la connexion Babinière-Faculté, ce qu'on appelle la connexion ligne 1, ligne 2, c'est la troisième phase d'un projet qui en comportait trois. Donc la première, c'était aller de Aluchère à Ranzay. La deuxième, c'est de Ranzay à Babinière. La troisième, de Babinière au secteur, on va dire au campus ou au domaine universitaire. Donc ça ne fait pas partie de ce projet. On s'est engagé à ce que des études soient réalisées, commencent à être réalisées au cours de ce mandat. Mais clairement, pour la même raison que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on ne pourra pas le faire au cours du mandat, parce que ça serait difficile à financer, y compris pas que difficile à suivre aussi pour nos équipes techniques. On ne peut pas être sur tous les champs à la fois. Et je pense qu'en plus, il y a un vrai travail à faire aussi de concertation, parce que là, c'est assez lourd. C'est complexe, et il y a beaucoup de pédagogie à faire sur les choix, notamment, par exemple, de tracés. Donc, c'est bien prévu. Au cours de ce mandat, nous ferons des études, et puis ça fera partie des projets qui se développeront à l'avenir. Quid d'un métro? Personne n'a posé la question, mais un internaute la pose. J'ai déjà expliqué que ça ne me semblait pas une très bonne idée. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ce soir. Un métro, c'est à peu près 100 millions d'euros du kilomètre. Voilà. Donc nous, où est-ce qu'on mettrait un métro? On met un métro là où on a le plus de monde, là où on a le plus gros potentiel, pour pouvoir décharger les transports en surface. Donc concrètement, pour nous, ça serait la ligne 1. Autrement, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 100 millions du kilomètre. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait à la fois continuer à assurer un service de tramway sur un site où on poserait un métro, et sachant qu'en plus, sur une partie, à partir de la gare, on a aussi un tunnel souterrain qui passe à cet endroit-là. Ça fait tellement de contraintes, y compris d'exploitation, y compris techniques, d'implantation, et puis un enjeu financier extrêmement conséquent, que je pense que ça ne... on peut toujours le faire. Dans un monde parfait, on pourrait imaginer de le faire, mais je ne suis pas sûr que ça soit ni faisable, ni forcément souhaitable, parce qu'à un moment, quand on choisit de développer des transports en surface, eh bien, on ne choisit pas de développer les transports souterrains. Regardez, Rennes a fait le choix du métro, mais ils n'ont pas de tramway. Il y a sans doute une raison. Non. Il n'y a qu'une ligne de métro pour l'instant. Il y en a bientôt 2 lignes de métro. Bientôt. Non, mais je suis rennais. Donc... Je sais.
Vous parlez d'une difficulté d'implantation de parking relais à Bacille, alors qu'il y a toute la friche des anciens abattoirs qui représente un beau potentiel foncier où il serait dommage de ne pas prévoir ces usages. Non ? Ben non, vous avez... Oui, sauf que Bacille, c'est dans le cadre du projet de la ZAC des îles, qui est un projet qui a déjà été mûri. Et encore une fois, un parking relais pur à Bacille, ça veut dire qu'on emmène quand même nos concitoyens juste en voiture, jusqu'à Bacille. Et donc on continuera à engorger la route de Pornic. L'objectif, c'est d'abord de faire en sorte que ces voitures ne viennent pas jusqu'à Bacille et s'arrêtent avant. Donc c'est la charge pour nous de mettre en place un transport en commun structurant. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit un parking relais classique qui soit pertinent à Bacille. Ça peut être une autre forme de parking mutualisé, une part parking relais, une part parking d'entreprise, une part parking d'habitants, avec une forme de mutualisation et de partage des coûts. Des études pour un RER nantais redéployant l'étoile ferroviaire sont-elles en cours et le développement du tramway intègre-t-elle les possibilités avec les gares sous-utilisées, Chantenay et Doulon en particulier ? Alors, je sais que la région travaille sur l'idée d'un renforcement des services en TER, donc ce n'est pas vraiment un RER, ça devient une sorte de TER du quotidien, donc on n'est pas très loin. Qui réutiliserait une partie de l'étoile ferroviaire, sachant qu'on a quand même là aussi des contraintes techniques. Quand on va vers l'Est, par exemple, à un moment, on fait passer des TER, on fait passer des TGV, et puis quand on va vers l'Ouest, on a une seule voie qui sort du tunnel de Chantenay. Quand on est sur la ligne Sainte-Pazanne, Pornic, Saint-Gilles, là aussi, c'est en voie unique. Et donc, par exemple, pourquoi est-ce que ça intéresse la région de réfléchir sur une halte ferroviaire au niveau de l'aéroport, sur Bouguenais? Parce qu'à cette occasion, il pourrait créer une partie de voie double, ce qui permettrait d'organiser des croisements de trains, et peut-être sur d'autres endroits. Et évidemment, quand on a des possibilités de croisement de trains, on peut plus facilement renforcer le cadencement, et en renforçant le cadencement, on les rend plus intéressants. Donc on y travaille, mais c'est en complément et ça s'adresse plutôt aux habitants de la deuxième couronne de l'agglomération et puis à ceux qui habitent à l'extérieur de la métropole. Sachant par ailleurs que l'étoile ferroviaire nantaise, si mes informations sont exactes, elle a aussi des problèmes de saturation qui ne sont peut-être pas si simples que ça à résoudre. Les autoroutes à vélo à double sens réalisées dans le centre-ville sont de moins en moins sécuritaires pour les piétons. Que prévoyez-vous dans le cadre de ce projet ? Alors, je dirais qu'au niveau de Nantes Métropole, dans le cadre du travail là, sur le schéma directeur des itinéraires cyclables, on réfléchit également à ce qu'on appelle un nouveau référentiel d'aménagement pour ce type de voie d'autoroute à vélo ou de voie magistrale vélo, de façon à assurer à la fois la sécurité de tous les modes, et bien sûr d'abord les piétons, puisqu'il ne s'agit pas de créer du conflit entre les vélos et les piétons, et également pour assurer un confort pour les cyclistes, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de vélos classiques ou de vélos cargo. Donc on a bien en tête ces différents enjeux. Je dirais que le projet de tramway, il prendra en compte ce référentiel global de la métropole, comme les autres nouveaux projets qui seront réalisés dans les prochaines années. Guillaume, si je peux me permettre, il y a aussi une question de savoir occuper l'espace. Quand on crée des autoroutes à vélo, le piéton ne doit pas les traverser n'importe comment, quoi. C'est un moment, c'est effectivement un endroit où les vélos roulent vite, c'est fait pour ça. Donc on fait attention, on regarde, on ne marche pas dessus comme si c'était un trottoir. Ça, c'est aussi, quand on fait les aménagements, il faut aussi travailler et faire de la pédagogie pour expliquer que ces aménagements pour le vélo, il ne s'agit pas d'opposer les modes, mais à un moment, si les vélos roulent vite, on ne peut pas laisser des piétons traverser n'importe comment, quoi. Voilà. Peut-être aussi créer des éléments de mobilier urbain, d'éléments qui comme ça. Qui permettent de signaler, bien sûr. Que les gens n'aient pas la tentation de couper trop. Alors, le tramway est une chance magnifique de voir les différents quartiers de Nantes et ses communes. C'est une chance car grâce au tramway, le métro, c'est souterrain.
Oui, alors bon, c'est pas une question, mais c'est une affirmation sur l'intérêt du tramway par rapport au métro. Ça vient un peu en contrepoint de ce qui était dit tout à l'heure. Le modèle tramway peut être remis en question avec la croissance démographique attendue pour la ville de Nantes. La solution d'un métro circulaire en synergie avec ce réseau en étoile est-elle à d'étude? On retrouve notre périphérique en transport en commun, mais cette fois-ci sous la forme d'un métro. Ouais. Alors, d'abord, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la présidente de Nantes Métropole s'est engagée à ce qu'il y ait une étude d'opportunité sur la réalisation d'un métro. Et cette étude, on la fera, je pense, dans le cadre des assises de la mobilité. Donc, on posera les questions et on y répondra avec des éléments très, très factuels, avec une étude très sérieuse. Là, je peux quand même vous dire que si un périphérique bus n'est pas vraiment très performant, un périphérique métro, alors pourrait peut-être l'être parce que ça permettrait de circuler beaucoup plus vite. Mais où est-ce qu'on mettrait les stations, question. Et puis surtout, 100 millions du kilomètre, 42 kilomètres. Je vous laisse calculer combien ça coûte. 4 milliards 2. 4 milliards 2. Si on rajoute les stations, je pense qu'on doit être pas très loin entre 4 milliards 5 et 5 milliards. Honnêtement, je ne suis pas sûr que le jeu envahisse la chandelle. Et moi, je préfère continuer plus loin mon busway jusqu'à la Vertou, prolonger, assurer plus vite Babinière, Rector Schmitt, et puis développer pour aller jusqu'à Bougnay ou aller plus au sud sur Rezé, parce qu'avec ces 4 milliards et demi, on peut en faire quand même des prolongements. Surtout que vous êtes régulièrement mis en cause par des Nantais qui trouvent que vous allez trop lentement. Donc là, bon. Tout le monde aura bien compris que là, on fait cette concertation en 2020, fin 2020. Elle se clôturera en début 2021 et c'est 6 ans après en fait qu'on aura l'arrivée des tramways. C'est long, le transport en commun. Oui. Est-ce que des allongements des quais des stations très fréquentées est envisagé pour éviter de ralentir par moment les tramways entre eux, notamment sur le doublage du tracé de la ligne 1 avec les lignes 7 et 6 ? Donc je suppose que l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas stocker deux trams simultanément dans la même station pour accélérer un peu les choses? Je ne sais pas. Si c'est ça, je pense que... en tout cas, c'est ce que je comprends de cette question. D'abord, rappeler que c'est des choses qu'on a pu faire par le passé. On a allongé des stations. Je pense tout particulièrement à la station commerce de ligne 2 et 3, qui a été allongée à l'occasion des grands travaux de rénovation que nous avons effectués il y a quelques années. Et puis l'été prochain, si tout va bien, si l'épidémie, cette fois-ci, ne nous oblige pas à repousser les travaux, ce que j'espère, on devrait également allonger les quais de la station commerce 1, qui est quand même indirectement liée à ce projet, puisqu'elle concerne la ligne 7 notamment. La ligne 6, pardon. Et donc, effectivement, pour les lignes à construire, les tronçons à construire, les études que nous allons faire vont étudier finement les fréquentations attendues. Et le cas échéant, on pourrait envisager que certaines stations puissent être dans la limite de ce que nous permet aussi l'insertion dans l'espace public, être allongées également. Alors, c'est intéressant ce genre de question, qui, même si elle est un peu prématurée, et vous venez de le dire, par rapport à l'état actuel du projet, mais j'invite nos amis qui nous regardent à éventuellement rebondir comme ça sur des problèmes qui ont été posés ou qu'ils estiment ne pas avoir été assez développés, fût-ce sur des points relativement de détail, parce que quelquefois, au travers des détails, on peut approcher un certain nombre de choses plus globales. Et j'insiste un peu parce que nous n'avons plus de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose au travers de toutes les questions qu'on a eues jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a une qui vous a manqué, que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posé? Parce que c'est aussi une façon d'amener des nouvelles choses sur la table et peut-être de faire réagir nos interlocuteurs de l'autre côté des écrans. Ah, c'est une colle. Nous, on est là pour répondre aux questions, pas pour en poser. Moi, je trouve juste que ces questions ont bien montré l'intérêt d'un noyau central, parce qu'on voit bien que les gens proposent d'aller à Doulon, d'aller à Bougnay, d'aller... Donc il y a beaucoup d'idées. On voit bien que... c'est tout le sens des points d'interrogation du plan qui vous a été présenté. Il y a vraiment un enjeu, je pense, intéressant. Il y a une sorte de dilatation en fait, du noyau central, comme dit Stéphane, où effectivement, en créant
en créant ces lignes de tramway, c'est vraiment des possibilités de franchissement de Loire supplémentaires qu'on se donne, et pourquoi pas aussi des possibilités de jonction nouvelles, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un véritable intérêt pour l'avenir, parce que plus on a un réseau maillé, plus on pourra, dans un certain nombre d'années, redessiner, prolonger et créer de nouvelles liaisons, un peu comme Guillaume l'a évoqué pour le vélo tout à l'heure. Et je compléterai également sur le fait que ce noyau central, enfin, on ne s'est pas posé la question, ou la question n'a pas été posée, de qu'est-ce qui se passerait si on faisait rien aujourd'hui, quoi. Oui, et donc ça, c'est bien expliqué dans le dossier de concertation, hein. On a une hypothèse fil de l'eau, mais il faut être conscient que sans la réalisation de ce maillage sur le cœur de l'agglomération, on a une ligne 1 et une ligne 2, 3, enfin tous ces axes du centre-ville qui se croisent à Commerce, dont la fréquentation va fortement augmenter et qui seront saturés à certaines heures de la journée. Donc en fait, on va dire que pour assurer le fonctionnement de l'ensemble du réseau, il est bien nécessaire de soulager ce cœur de réseau, ce noyau central, et ces 3 nouvelles lignes et ces kilomètres de nouvelles infrastructures y contribuent. Oui, parce que cette convergence à Commerce, c'est un véritable héritage historique, puisque les premières lignes de tram du 19e siècle avaient déjà cette convergence, place du Commerce. J'étais pas là, je ne sais pas. Non, vous n'y êtes pour rien, et moi non plus, bien que je sois très vieux, mais quand même. Bon, je crois que si nous n'avons plus de questions, on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est de peut-être voir les éléments à venir de cette concertation. Alors, vous avez le programme des événements qui apparaît sur vos écrans, donc c'est peut-être pas la peine que j'ajoute grand-chose, mais je voudrais quand même souligner un point. En haut, il y a un numéro de téléphone. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous avez l'habitude de vous servir d'Internet, de travailler avec un clavier et un écran, donc ça ne vous pose pas problème. Mais il y a un certain nombre de nos contemporains qui ne sont pas familiarisés ou n'aiment pas utiliser ces méthodes. Comme on a été obligé de supprimer les réunions publiques pour cause de Covid et qu'on est obligé d'utiliser des moyens en distanciel, comme on dit maintenant. Nantes Métropole a créé ce numéro de téléphone avec des permanences, et ceux qui ne veulent pas utiliser ou qui ne savent pas utiliser ou qui n'ont pas les moyens techniques pour utiliser Internet peuvent appeler sur ce numéro, et ils auront des interlocuteurs. Alors à certains moments, ce seront directement les équipes de Nantes Métropole et de la Sémitan. À d'autres moments, ce seront des personnes qui pourront répondre à certaines questions, mais pas à toutes. Mais ça permet tout de même d'échanger sur ce point-là. Alors ce que je vous demande, c'est si vous connaissez des gens qui n'utilisent pas Internet, qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'aiment pas le smartphone, indiquez-leur ce numéro pour qu'ils puissent eux aussi participer à cette concertation et donner cet avis sur l'avenir du réseau de tram de Nantes, parce que ça concerne tout le monde et pas seulement les internautes. Il me reste à vous remercier pour l'intérêt, la qualité et la densité de vos questions, et à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée.